Nous allons parler de la suite de la détection des exoplanètes. Enfin, il y a plusieurs méthodes et je vous dis que j'allais en décrire quelques-unes. Donc, cette fois-ci, il s'agit de transit planétaire. Alors, qu'est-ce qu'un transit planétaire? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que c'est comme une éclipse, c'est-à-dire que lorsque la planète passe devant l'étoile, elle cache la lumière de l'étoile. C'est donc ce que vous voyez ici. Donc, au départ, vous avez la lumière de l'étoile qui est en fait peu à peu cachée par la planète qui passe devant. Et ensuite, dès que la planète part sur le côté, eh bien, on a la lumière de l'étoile comme au départ. Donc, on détecte en fait, ce qu'on détecte, c'est la partie de l'étoile qui est cachée par la planète qui passe devant, par l'exoplanète. Alors, évidemment, là, on a l'impression comme ça que la brillance de l'étoile tombe très brutalement. En fait, évidemment, ce n'est pas le cas. Vu que la planète est beaucoup plus petite que l'étoile, en fait, ça va faire une petite chute de flux, mais pas très importante. Donc, des fois, ce qu'on appelle une mini-éclipse. En astronomie, on parle plutôt d'occultation, c'est-à-dire qu'on cache une partie de la lumière de l'étoile. Évidemment, la variation de luminosité est proportionnelle au rapport de surface entre la planète et l'étoile. Plus la planète est grande proportionnellement à l'étoile, la planète est toujours plus petite, mais si elle est grande quand même par rapport à des planètes, et que l'étoile est petite, à ce moment-là, on va avoir une chute de brillance plus importante. Et la dernière chose évidente aussi, c'est qu'on a une occultation par orbite. Généralement, quand on voit une baisse de luminosité, on ne sait pas si c'est dû à une planète. Vous avez évidemment un transit par orbite, puisque à chaque fois que la planète passe devant l'étoile, eh bien, elle va occulter l'étoile. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez cette forme-là. Et c'est ce qu'on voit aussi ici. Vous avez la brillance ici de l'étoile. Et vous voyez que la brillance chute avec la planète qui passe en premier devant l'étoile. Et évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès qu'on a un transit, on ne sait pas, en fait, une chute de luminosité, on ne sait pas si c'est dû à l'étoile qui a des variations propres ou si c'est dû à une planète. Donc, on est obligé de voir un deuxième transit. Et en fait, pour le vérifier, on attend d'avoir même 3 transits. Comme ça, on est vraiment sûr que c'est la planète qui passe devant l'étoile. Alors, les variations photométriques, comme je vous l'ai dit, elles sont souvent très petites, hein, très faibles, entre 1 centième, mais plus souvent vers le 1/10 millième de la luminosité de l'étoile. Donc là, vous voyez d'ailleurs une représentation d'un transit de Vénus sur le Soleil. Vous voyez que Vénus donc, est en fait très, très faible, très petite, et donc la chute de luminosité va être faible. Ce qui concerne la Terre, par exemple, on aurait un transit qui durerait à peu près 11 heures tous les 365 jours. C'est-à-dire qu'il faudrait attendre 2 ans, si on était sur une exoplanète, hein, qu'on observe la Terre, il faudrait attendre 2 ans pour revoir un transit, et il faut attendre une troisième année pour voir un troisième transit. Et le flux serait à peu près de 0,01%, c'est-à-dire 1/10 millième, donc très petit. Vous avez une estimation ici à droite de la baisse du flux avec la Terre qui passe devant l'étoile par rapport à la baisse du flux si c'est Jupiter, qui lui est 10 fois plus grand en taille que la Terre et qui passerait devant le Soleil. Pour comparaison, 51 PEC-B, l'étoile dont je vous ai parlé la semaine dernière, montre un transit qui dure plus de 3 heures tous les 4,5 jours. Voilà, donc ça c'est les transits. Le premier transit observé est celui de HD 209-450, où là vous avez le flux par rapport, par rapport au temps en fait. Et donc vous voyez, ça, donc, ce sont de vraies observations. Et ce qu'on voit ici, c'est le flux de l'étoile. Voilà, puis là, la planète passe devant. Donc vous voyez qu'on était à 1,00, on atteint ici 0,985, donc on est à 15 pour 1000, et puis après ça remonte. Voilà que la chute de flux, encore une fois, est vraiment
très, très faible. Et voici avec les barres d'erreur, vous voyez que de nouveau que c'est très faible et que ce sont des observations, donc elles sont soumises à un bruit dû à l'observation quand on essaie de détecter les transits. Voici ici donc une planète qui passe devant l'étoile. Là, vous voyez l'étoile avec la planète qui est juste à côté. Quand on prend un spectre, en fait, on observe le spectre de l'étoile avec celui de la planète. Ensuite, on va soustraire, quand on fait une autre observation avec que l'étoile, on a le spectre juste de l'étoile. Et cette soustraction nous permet d'avoir le spectre de la planète. C'est-à-dire que là, on a accès véritablement à toute la matière qui se trouve dans la planète elle-même grâce aux différents traits du spectre. Donc, vous voyez là, le transit, en fait, c'est comme si on imagine Vénus qui tourne autour du Soleil. Vous avez la planète ici, en fait, vous ne voyez qu'un fin croissant éclairé par l'étoile qui est derrière. Le transit, vous ne voyez pas du tout la planète. Par contre, vous voyez la chute de luminosité de l'étoile parce que la planète cache une partie de sa lumière. Et quand elle arrive de l'autre côté, là, on voit la planète complètement éclairée par l'étoile qui va passer de l'autre côté. Et donc ça, c'est la modélisation de la chute de flux qui se fait progressivement lorsque la planète passe du premier contact au deuxième contact, puis elle cache la luminosité de l'étoile, et ensuite il y a le troisième contact et le quatrième contact avec le flux qui remonte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la chute de flux est proportionnelle au rapport de taille entre la planète et l'étoile. Donc, en fait, ces observations nous donnent des informations sur la présence d'atmosphère, puisque si vous avez une atmosphère ici, sur la planète, vous allez la voir à cet endroit-là, entre le premier et le deuxième contact et entre le troisième et le quatrième. Elle nous donne aussi des informations sur la présence d'anneaux autour de la planète, puisque c'est là qu'on va voir quelque chose. On va avoir des informations sur la présence de satellites, et on peut aussi avoir des informations sur la présence de taches sur l'étoile. Donc, il y a plein d'informations qu'on peut avoir grâce à cette technique de transit planétaire. Alors, les inconvénients de cette méthode, c'est qu'on détecte moins souvent en fait des exoplanètes de période longue. En effet, il est plus facile de détecter des exoplanètes en transit lorsqu'elles ont une période courte, puisqu'on va voir plusieurs passages dans un temps assez court. Alors, si les périodes sont longues de plusieurs années, ben, on ne pourra pas les vérifier facilement. Il faudra attendre longtemps. Donc, vous voyez, la plupart des transits sont avec des périodes orbitales en dessous de 10 jours. Et là, vous avez un diagramme qui vous montre le rayon de la planète en fonction de la masse de la planète. Et ce qu'on détecte principalement, c'est des rayons entre 1 et 1,5 rayons de Jupiter pour des masses qui sont de l'ordre de la masse de Jupiter. Donc, on observe des planètes plutôt type géante, type Jupiter, majoritairement des géantes gazeuses. Lorsqu'on fait les spectres de ces atmosphères d'exoplanètes, on arrive à détecter plusieurs raies qui proviennent d'éléments différents. Vous voyez, en ultraviolet, en optique ou en infrarouge, on détecte des atomes qui vont de l'hydrogène, l'oxygène, silicium, magnésium, sodium, potassium, oxyde de titane, du méthane, de l'eau, du CO2 et du monoxyde de carbone. Alors, typiquement, ce qu'on s'attend à voir dans une exoplanète habitable, ce serait de H2O, de l'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et aussi de l'ozone, du O3, qui pourrait montrer qu'il y a d'abord une photosynthèse qui peut se produire dans la planète et le fait que la planète est respirable pour des espèces vivantes. Ça, c'est les propriétés physiques qu'on peut mesurer à partir de ce transit. Donc, on va mesurer la température, la pression, la variation de température avec l'altitude, la variation de densité avec l'altitude, la vitesse du vent et la vitesse de rotation, ainsi que le taux de perte de masse de l'atmosphère, en fait, qui va nous permettre de savoir si l'atmosphère va rester présente autour de la planète de manière stable ou pas. Donc, ça, ce sont les propriétés physiques.
Et ici, donc, on a une représentation d'une planète qui tourne autour d'une étoile. Là, vous voyez donc la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure lors du transit. Et on a ici, quand on additionne la vitesse radiale dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, voilà ce qu'on voit ici. Et donc, à la fin, cette courbe qu'on détecte, eh bien, c'est celle-là en rouge. Là. Vous avez la vitesse radiale stellaire et on y ajoute ici la présence de ce transit de la planète qui passe devant l'étoile. Monsieur, Oui, je comprends pas comment, grâce à la méthode des transits, on peut déterminer la température, la pression, etc. mais parce qu'en fait, on va avoir une information non seulement sur l'étoile, mais aussi sur la planète. C'était ce dont je parlais tout à l'heure, et qui d'ailleurs est repris ici, donc, je vais vous montrer là. En fait, on peut faire de la spectroscopie de l'étoile pendant le transit, donc c'est exactement celle-là. Là, vous avez l'étoile principalement qui est observée, en fait, et vous avez la planète qui cache un peu l'étoile. Et lorsque l'exoplanète passe juste à côté, là, eh bien, en fait, elle ne cache plus l'étoile, donc vous allez avoir le spectre de l'étoile ainsi que celui de la planète. Vous allez avoir les deux spectres. En fait, si vous soustrayez ce spectre-là, qui est le spectre combiné, au spectre de l'étoile, toute seule, eh bien, vous obtenez le spectre de l'exoplanète. Star, enfin, étoile plus exoplanète moins étoile, ça donne exoplanète. Et à partir de là, donc, on a des informations sur la quantité d'éléments qui se trouvent dans l'exoplanète, dans l'atmosphère de l'exoplanète, et ça permet d'avoir des informations. Après, on fait des modèles pour savoir où se trouve cet élément, à quelle altitude, avec quelle température, quelle pression, etc. Donc, on a toutes les informations dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est un mélange de plusieurs observations qui vont nous permettre, enfin, c'est un mélange qui va nous permettre d'avoir ces différentes informations-là, ces différentes propriétés. Merci. Ensuite, on peut aussi faire de la spectroscopie directe, c'est-à-dire qu'on prend directement un spectre de l'exoplanète. Ça, c'est évidemment si l'exoplanète est assez loin de l'étoile. Et on peut faire de l'imagerie directe de l'exoplanète. Et donc ça va m'amener à... C'est une bonne transition, parce que ça va m'amener à la suite. Cette fois-ci, on a, aussi une méthode d'imagerie directe qui permet d'observer les exoplanètes. Et donc là, on comprend facilement ce que c'est que cette méthode. C'est que tout simplement, on va prendre une image ou un spectre de l'exoplanète. Donc là, vous avez un exemple avec la première image d'exoplanète détectée, qui en fait est autour d'une étoile qui est une étoile de très très faible masse, qui s'appelle une naine brune. Là, vous avez une étoile qui fait donc 25 fois la masse de Jupiter et la planète fait 5 fois la masse de Jupiter. Vous voyez que la planète est très massive par rapport à l'étoile. Et en fait, elle est très loin aussi, puisque vous voyez que la distance entre la planète et l'étoile est de 55 unités astronomiques, c'est-à-dire 55 fois la distance Terre-Soleil. Très loin. Et quand on compare la taille de ces systèmes-là, vous voyez ici l'image que je viens de vous montrer. L'étoile, elle est là au niveau du Soleil, et sa planète, elle est là, c'est-à-dire 55 fois la distance Terre-Soleil, alors que, vous voyez, la Terre, on ne la voit même pas ici, dans ce diagramme-là, puisqu'elle se trouve à 1 unité astronomique. Donc, elle est vraiment très, très loin. Donc, ça ne correspond pas au type de système planétaire, on va dire, qu'on connaît dans notre système solaire. Autre cas d'imagerie directe, ça c'est Fomalhaut, ça c'est une étoile jeune qui a à peu près 440 millions d'années, qui est entourée d'un anneau excentrique, un anneau composé de poussière, de glace, de gaz, dont la taille fait 2 milliards de kilomètres, et la distance à l'étoile est de 20 milliards de kilomètres. On se demande comment il a été formé. Il est possible que ce soit par accrétion d'exocomètes, composés principalement de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est une image ALMA, que je vous montrerai tout à l'heure, en orange, et HST en bleu, donc ça c'est l'image HST, avec un grand anneau de poussière. Donc je vais vous montrer plus d'images de Fomalhaut maintenant. Voilà. Ici, par exemple, là on a l'étoile Fomalhaut qui est en fait cachée pour permettre de distinguer le disque de poussière qui se trouve
tout autour. Et en fait, quand on fait un zoom sur cette partie-là, que vous voyez peut-être difficilement, on se rend compte qu'il y a une planète qui est en train de bouger ici. On a deux images à deux moments différents qui permettent de voir qu'il y a une planète qui se trouve ici. Donc le disque fait 133 unités astronomiques, donc 133 fois la distance Terre-Soleil. La masse de la planète détectée là est inférieure à 3 fois la masse de Jupiter, et elle se trouve à une distance de 119 unités astronomiques, qui correspond à une période orbitale de 870 ans. Pour comparaison, Jupiter tourne en 12 ans autour du Soleil, donc là on est à 870 ans. Donc c'est vraiment très très loin. Vous avez une autre image avec donc la position de Fomalhaut. Ici vous avez l'anneau que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est le masque qui permet de cacher la luminosité de l'étoile. Et vous avez Fomalhaut B, donc cette planète dont je viens de parler ici. Et là, on a ça c'est une autre technique qui permet de voir en fait d'autres planètes autour de Fomalhaut, puisqu'elle n'a pas une, mais en fait plusieurs planètes autour. On fait des systèmes multiples, on en voit plusieurs, et souvent dans le... je vois qu'il y a une question. C'est un rapport avec ceux de la semaine dernière quand on parlait de la formation des planètes. Tout à fait. Merci Clément, tout à fait. En fait, l'anneau qu'on voit ici dans Fomalhaut, probablement qu'il provient de la naissance de cette étoile-là, qui est une étoile très massive. Et en fait, il reste beaucoup de poussière autour de cette étoile qui provient de la naissance de cette étoile. Donc en fait, cet anneau-là, c'est de la matière qui n'a pas été accrétée par l'étoile pour se former, et c'est un anneau où il y a de la matière qui va permettre de former des planètes tout autour de cette étoile. Donc ça, c'est l'étoile HR 87-99. Et là, vous voyez que quand on cache la lumière de l'étoile, en fait, on fait apparaître 4 planètes qui sont ici, et avec une période orbitale qui peut aller jusqu'à 500 ans, donc très très longue, et des planètes qui sont a priori assez grandes, plutôt type Jupiter, avec, vous voyez, un rayon de 2 fois la taille de Jupiter. Et je vais vous montrer un dernier système qui en fait reprend le cas précédent. Ça, c'est Beta Pictoris. Et là, vous voyez par la tranche, donc là, l'étoile, on a caché sa luminosité. Vous voyez par la tranche un disque de poussière. C'est un système jeune avec la poussière qui se trouve encore autour. Donc, c'est un système qui fait, qui on pense à peu près 12 millions d'années, qui se trouve à 20, donc à peu près 60 années-lumière de distance. Et là, vous voyez, donc en fait, donc là, vous avez le disque, encore une fois, et quand on cache la lumière de l'étoile qui est ici au milieu, on découvre une petite planète qui s'appelle Beta Pictoris B, qui est une planète donc, qui tourne autour de l'étoile et qui est assez proche de l'étoile, en tout cas pour ce qui concerne cette technique d'imagerie directe. Elle est à peu près à la distance de 8 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près la distance du Soleil à Saturne, donc assez proche. C'est une planète géante, 8 fois la masse de Jupiter. C'est une planète type Jupiter, détectée à peu près à la distance de Saturne. Donc on est vraiment dans le cas de, comme si on regardait dans le système solaire. Alors là, vous avez la taille de l'orbite de Saturne représentée par rapport à cette étoile pour vous montrer où ça pourrait se situer pour comparaison avec le système solaire. Et donc, vous voyez cette planète-là, Beta Pictoris B, en 2003, et ici en 2009. Vous voyez qu'elle a bougé, ce qui est normal puisqu'elle tourne autour de sa planète. Et là, c'est une vue d'artiste, évidemment, qui vous montre comment on pourrait représenter ce système-là avec un énorme anneau de poussière. Vous voyez même des comètes, et puis vous voyez des astéroïdes, et certains qui rentrent dans la planète ici. Vous voyez plein de matière ici autour de l'étoile. Et une dernière image ici, vous avez donc l'étoile, les deux planètes B et C, l'anneau de poussière ici, et voilà la représentation qu'on peut s'en faire. Ici, vous avez l'étoile Beta Pictoris. Donc là, on la remet en face de nous. Vous avez cette planète-là, la planète C, et la planète B ici. Et vous voyez, donc c'est la planète B qui est la plus lointaine. Et donc ça a été repéré avec un instrument
qui s'appelle Gravity, qui se trouve sur l'Observatoire européen austral au Chili et qui permet d'avoir des informations de très grande résolution. C'est un instrument qui fait de l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs télescopes pour avoir une meilleure résolution. Une dernière image peut-être d'imagerie directe, ça c'est HIP 654-26b qui se trouve à 385 années-lumière. Et bien là, vous voyez donc là, cette étoile-là qu'on cache, et à côté, donc assez loin en fait, hein, on voit une planète, assez loin, puisque là, vous voyez, ça c'est l'orbite de Neptune. On voit une planète, et on peut même en regarder, en faire un spectre. Et vous voyez, donc on détecte des bandes qui, on pense, sont de l'eau. C'est de l'eau, on ne sait pas où elle est cette eau, mais probablement dans l'atmosphère de la planète. Après, on peut faire un modèle atmosphérique, un modèle qui permet d'essayer de se représenter quelle est l'émission de la planète et quels sont les éléments qui sont présents à l'intérieur de cette planète. Ouais, maintenant, je finirai cette méthode-là avec cette technique de spectroscopie. Là, voilà, là, je vous montre un vrai spectre, c'est-à-dire là, on utilise un instrument qui se trouve au foyer d'un télescope et on prend des spectres qui vont être en fait recalés les uns sur les autres, donc c'est différents ordres en fait. Et comme ça, on va couvrir une gamme de longueurs d'onde très très grande. Et tous les petits traits noirs que vous voyez sur ce spectre, en fait, ce sont des bandes d'absorption, donc ce sont des éléments qui sont présents dans la planète qu'on est en train de regarder, ou dans l'étoile, si c'est un spectre de l'étoile, et qu'on va ensuite soustraire un spectre étoile plus planète, qu'on va soustraire un spectre de l'étoile. Donc ça, c'est un spectre obtenu avec un instrument qui s'appelle Espresso, et qui permet donc des observations spectroscopiques de grande résolution. Alors, pour de l'imagerie directe, il y a forcément de la superposition d'images, ou pour des télescopes comme ceux-ci, il n'y a pas besoin. En fait, donc ça c'est la question, quand on fait de l'imagerie comme cela, évidemment, on pose, alors ça dépend un peu des techniques, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en effet superposer plusieurs images qui vont permettre d'augmenter le signal sur bruit, et donc de pouvoir détecter la planète si on ne la détecte pas du premier coup. C'est souvent en effet ce qui est fait. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais il y a plusieurs techniques de détection. Là, je vous ai montré donc Gravity, c'est de l'interférométrie. On prend les signaux de plusieurs télescopes pour les combiner, et donc ça augmente la résolution. On utilise aussi ce qu'on appelle l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'affranchir de la déformation due à l'atmosphère. Donc, il y a plusieurs techniques comme ça qui vont permettre d'avoir des images d'une meilleure résolution. J'en parlerai un petit peu quand on regardera les observations. Voilà, donc ça, c'était l'imagerie directe. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue et je vais passer à la dernière technique de détection qui est celle qu'on appelle le microlensing, c'est-à-dire une sorte de micro-lentille gravitationnelle. Alors, le nom paraît compliqué, vous allez voir qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça dans la théorie. En fait, on utilise la relativité générale. C'est pour ça que je dis que dans la théorie, ça n'est pas tant que ça, mais dans la pratique, c'est faire des calculs. En fait, voilà, donc vous êtes là, vous êtes sur la Terre, ça c'est ce que vous voyez à travers votre télescope. Vous avez une étoile qui se trouve très loin là sur la gauche, et ici vous avez ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle qui va traverser ici la ligne de visée entre l'étoile et la Terre. Et vous allez voir que quand cette lentille est entre les deux, eh bien, son signal est amplifié. On le voit de manière plus brillante. Alors, ici, vous avez une petite animation qui vous montre ce qui se passe. Vous avez donc un objet qui va passer devant la Voie lactée et la lumière de la Voie lactée est amplifiée. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe pour une exoplanète. Donc là, vous observez ici, vous avez une étoile qui est très très loin en fond de ciel, et là, vous avez une étoile avec une planète qui, les deux, vont passer devant. Donc, cette étoile-là et cette planète n'a rien à voir avec l'étoile qui est en fond. Il faut bien se rendre compte que ça peut être à des distances astronomiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, par exemple, si vous avez une petite animation qui vous montre, là, vous avez, en fonction du temps,
Là, vous avez la planète qui est en train de passer devant l'étoile qui est au fond. Et vous voyez que le signal de l'étoile est amplifié. Il est amplifié 2 fois, même 3 fois, et après, ça redescend. Alors, cette courbe de lumière-là, on appelle une caustique. Donc, on le calcule dans le cadre de la relativité générale. Et eh bien, vous voyez, c'est exactement ce que remonte le schéma ici. Hein. Vous avez d'abord la planète et l'étoile qui s'approchent, qui passent au milieu. Donc là, on va d'abord avoir une première amplification, puis une deuxième plus grosse amplification, puis une troisième plus petite, et puis ça redescend. Et ça, à partir de ça, on va pouvoir déduire qu'il y a une étoile et une planète à côté. Voilà, donc en fait, on en a fini là, avec la détection d'exoplanètes. Je fais une petite pause là, pour voir s'il y a des questions avant d'entamer les propriétés d'exoplanètes. Est-ce que tout va bien? Ouais, pas de questions? Super. Donc, propriétés des exoplanètes. Tout d'abord, je voulais vous montrer un petit peu la quantité d'exoplanètes qu'on avait détectées. Donc ça, c'est un histogramme qui s'arrête à 2014. Mais ce qui est intéressant, c'est donc il y a un codage en fonction de la technique de détection, un codage couleur. Vous voyez qu'en vert, c'est la technique du transit, c'est-à-dire de l'éclipse. Donc, en fait, aujourd'hui, on détecte beaucoup plus d'exoplanètes par la méthode du transit qu'auparavant. Auparavant, c'était plutôt la méthode de la vitesse radiale, qui est en bleu foncé. Et vous voyez que l'imagerie directe en rouge reste un peu plus anecdotique, même si ça augmente actuellement. Et en orange, on a le micro-lensing. Donc, en fait, on ne va pas détecter exactement les mêmes propriétés d'exoplanètes avec ces différentes techniques. Et c'est ça un petit peu qu'on va regarder maintenant. En particulier, on va s'intéresser aux propriétés de ces exoplanètes. Alors, combien tout d'abord? Eh bien, beaucoup, puisque aujourd'hui, donc ça c'est le dernier recensement qui se trouve sur exoplanète.eu que vous pouvez d'ailleurs consulter. Aujourd'hui, on connaît 4374 exoplanètes. Aujourd'hui, on connaît 4374 exoplanètes. Donc, vous voyez qu'elles ont des étoiles et des planètes qui sont différentes, avec des tailles différentes, hein, taille de planètes, mais taille d'étoiles aussi différentes, dont 3234 systèmes planétaires. C'est-à-dire, un système planétaire, c'est un système d'étoiles plus de planètes. Alors, on connaît moins de systèmes planétaires que d'exoplanètes, puisqu'en fait, il y a des systèmes qui sont multiples. Il y a en fait 715 systèmes planétaires multiples, donc ce sont des systèmes qui vont être composés de plusieurs exoplanètes. Donc, encore une fois, vous pouvez regarder sur cette base de données exoplanète.eu, et là, vous pouvez regarder les différents histogrammes en fonction de la masse des exoplanètes, en fonction de leur rayon. C'est très intéressant, vous pouvez construire vos propres diagrammes en fonction de ce que vous voulez montrer par rapport aux propriétés de ces exoplanètes. Vous voyez donc 4314, alors que la première a été découverte en 1995, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, on détecte régulièrement plusieurs exoplanètes grâce aux observations au sol et aussi grâce aux satellites. Alors voilà ici les propriétés. Là, vous avez la masse des exoplanètes en fonction de la masse de la Terre par rapport à leur période en jours. Vous avez la Terre qui est ici, donc 365 jours de période orbitale et une fois la masse de la Terre. Vous avez Uranus, Jupiter et Saturne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, ce qui a été détecté en premier par vitesse radiale et transit, c'est que ce sont les Jupiters chauds, des planètes géantes avec une grande masse, mais situées très proches de leur étoile, vous voyez, de l'ordre de quelques jours de période orbitale. Ensuite, il y a les Jupiters, comme dans le système solaire, c'est-à-dire des planètes géantes, mais situées plus loin, avec en gros 1000 jours de période orbitale. Et il y a ce qu'on appelle les super-Terres. Alors, qu'est-ce que c'est que les super-Terres? Eh bien, ce sont des planètes qui sont plus massives que la Terre, vous voyez, entre une fois et quelques dizaines de fois la masse de la Terre, avec une période orbitale qui va en gros entre
quelques jours et une centaine de jours autour de leur étoile. Et alors, il y a quelque chose qu'on recherche, qu'on trouve enfin, qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on appelle les Neptunes chauds, qui sont donc des planètes qui ont des masses entre 10 et 100 fois la masse de la Terre, avec des périodes orbitales de l'ordre de 100 jours. Et ce sont typiquement des planètes qu'on n'a pas, nous, dans notre système solaire, puisque la planète Neptune est beaucoup plus loin et donc n'est pas chaude dans le système solaire. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, donc, en gros, la vitesse radiale permet de trouver des Jupiters, alors que la méthode du transit permet plutôt de trouver des Jupiters chauds et des terres, des super-terres. Donc, en fait, en fonction de la méthode que vous utilisez, vous trouvez des exoplanètes de caractéristiques différentes. Alors ça, c'est un autre diagramme qui vous montre là la masse de la Terre. En fait, c'est le même diagramme puisque ça vous montre la masse de la Terre en fonction de la distance orbitale, donc qui correspond à une période orbitale. Et vous retrouvez ici les Jupiters chauds, les Jupiters moins chauds, les super-terres qui sont en bas ici. Et en fait, il y a quelque chose qu'on cherche, c'est des exoplanètes avec une masse entre 2 et 10 fois la masse de la Terre, et donc qui seraient situées dans cette zone-là pour se rapprocher de la masse de la Terre. Ça, pour l'instant, on n'a pas. En gros, on arrive à détecter des Neptunes, on arrive à détecter des planètes qui sont un petit peu moins massives que Neptune, mais des planètes type masse de la Terre, on n'en détecte pas. Vous voyez, la Terre est ici et elle est toute seule. Là, ce domaine-là n'est pas peuplé du tout, ça, on n'a pas encore trouvé. Et là, c'est un dernier graphe qui vous montre la période orbitale en fonction du rayon de la planète. Donc là, on a la Terre qui est toute seule, comme je l'ai dit. On retrouve les Jupiters chauds qui sont ici, les Jupiters comme le système solaire qui sont ici, et les planètes type super-Terre qui sont plus massives que la Terre et qui sont aussi plus chaudes parce que plus proches du Soleil, non, de leur étoile, pardon. Voilà, donc ça, c'est les propriétés générales des exoplanètes dans le diagramme. Maintenant, on va passer quelques-unes de ces propriétés en revue. Les exoplanètes, il y en a certaines qui sont très massives. Là, par exemple, je vous montre Coro 3b, dont la masse est de 22 fois la masse de Jupiter. Pour un rayon qui correspond à celui de Jupiter, ça veut dire qu'en fait, elle est beaucoup plus dense que la planète Jupiter. Et en fait, on se rend compte en parcourant ces exoplanètes qu'elles ont souvent des propriétés différentes de ce qu'on voit normalement dans notre système solaire. Par exemple, là, je vous montre d'autres exemples avec des exoplanètes géantes, où là, le rayon de la planète est de 1,7 fois le rayon de Jupiter, donc bien plus grand, avec une masse cette fois-ci qui est similaire à celle de Jupiter. Ça veut dire qu'en fait, elle est moins dense que Jupiter. Et vous voyez, elle tourne avec une période orbitale de 3,5 jours. Les exoplanètes chaudes, toutes celles qui sont proches de leur étoile, généralement, sont assez chaudes. Là, vous avez un exemple extrême avec une planète qui fait 3 fois la masse de Jupiter, 2 fois la rayon de Jupiter. Elle tourne en 1,5 jours seulement autour de son étoile, avec une température, donc, comme elle est très proche, de 4600 degrés. Donc très très chaude. Et vous voyez, l'étoile, finalement, n'est pas beaucoup plus chaude. La température à la surface est de 10 200 degrés. Donc vous avez d'un côté l'étoile qui fait 10 200 degrés, de l'autre la planète qui fait 4600 degrés. Donc elle est... Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que 4600 degrés, c'est quasiment la température de la surface du Soleil. Le Soleil, il se trouve à 5700 degrés, et là, c'est 4600 degrés. Donc c'est une planète dont la surface est quasiment aussi chaude que la surface du Soleil. Évidemment, ce n'est pas là qu'on va trouver de la vie, ni même de l'eau. On a des exoplanètes gazeuses, donc ça c'est type Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, avec, on peut même faire des modèles sur l'intérieur de ces planètes et voir qu'on a des cœurs de planètes formés d'éléments lourds avec autour des atmosphères formées d'hydrogène, d'hélium, et on peut imaginer qu'il y a de l'hydrogène métallique liquide à l'intérieur, en fait assez similaire à ce qu'on pense être les noyaux de Jupiter ou de Saturne. Et enfin, on a des exoplanètes multiples. Donc là, je vous montre un exemple. En bas, vous avez le système solaire, de Mercure à Mars.
Et ici, vous avez le système Upsilon Andromeda avec 3 planètes qui tiennent dans le système solaire interne. Donc, on a des systèmes multiples comme le système solaire. Un dernier exemple peut-être, ça c'est une exoplanète qu'on appelle ctonienne. Alors, qu'est-ce que ça Attends, veut je dire? comprends pas, il Oui. parle le prof. T'as dit quoi? Ah, j'ai quelqu'un qui a laissé son micro là. Attends. Agathe? Voilà, je l'ai muté. Donc, ce que je disais, exoplanète ctonienne, ça c'est Coro 7b. Donc, c'est une masse de 3 fois la masse de la Terre avec un rayon de 1,5 rayon terrestre. Elle tourne en 20 heures autour de son étoile, donc à une température très très élevée. Hein. Et on pense qu'en fait, c'est le résidu d'une planète type Jupiter qui s'est approché de son étoile et en fait, peu à peu, son atmosphère s'est évaporée et il ne reste que le cœur de la planète. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ctonienne, c'est en référence à l'enfer. Donc c'est une planète tellurique chaude, rocheuse, et qui est probablement le résidu planétaire d'un ancien Jupiter. Là, vous avez le rayon de la planète par rapport à sa masse, et vous voyez qu'on pense qu'elle est formée de matériaux très très lourds, des silicates qui forment le noyau du cœur de la planète géante dont elle provient. Les exoplanètes peuvent être aussi compactes. Là, vous avez le système de Kepler 11 qui tient dans Mercure, dans l'orbite de Mercure. 6 exoplanètes qui se trouvent dans une taille qui fait la distance du Soleil à Mercure. Donc vraiment très très compact avec 6 exoplanètes. Ça c'est là. Donc là vous avez le rayon en fonction de la masse, vous voyez, par rapport à là vous avez la Terre, là vous avez Vénus. Là, vous avez certains systèmes, comme vous avez des noms ici, et là, vous avez la composition des planètes Kepler que je viens de vous montrer, avec des rayons terrestres qui vont de 1 à 4 et des masses qui vont de 0 à 15. Et alors après, on peut se demander quelle est leur composition, et en fait, elles ont l'air d'aller, ça c'est les modèles qui disent ça, une composition similaire à celle de la Terre, à une composition où il pourrait être composé à 100% d'eau, d'autres où elle pourrait être composée à 80% de roche. On reviendra sur ces modèles qui essayent de prédire la composition de ces exoplanètes. Voilà, donc pour terminer, en fait, cette partie, les exoplanètes sont très diverses. Et là, je vous montre un petit florilège de la différentes tailles d'exoplanètes. On a la Terre, on a des exoplanètes qui sont petites, qui font 1,4 fois la taille de la Terre. Et ici, vous en avez une qui fait 19 fois la taille de la Terre, comparée à Jupiter, qui, elle, en fait 11,2. Vous voyez qu'on a vraiment des caractéristiques très différentes, à la fois de taille, de masse, de température de ces exoplanètes. Est-ce que vous avez des questions sur ces propriétés d'exoplanètes? Non, tout va bien? Donc, je continue. On va aborder la zone d'habitabilité. Je ne terminerai pas, je pense, cette partie, mais on terminera la prochaine fois. La zone d'habitabilité, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut se représenter le Petit Prince qui se trouve sur sa planète. En fait, sa planète n'est pas du tout habitable pour différentes raisons. La première, c'est que sa planète n'est pas assez grosse en fait pour être ronde. Donc, pour être habitable, une planète doit être d'abord rocheuse. Elle doit contenir une atmosphère, ce qui n'est pas le cas de la planète du Petit Prince. Sa température doit être entre 0 et 40 degrés. C'est ce qui, d'ailleurs, est permis par la présence de l'atmosphère. Cette température de 0 à 40 degrés permet de garder de conserver de l'eau liquide et d'avoir des matériaux tels que le carbone, l'hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, les fameux SNOPS dont on parlait au début du cours. Et il faut bien sûr ensuite du temps pour pouvoir former de la vie. Alors, cette zone d'habitabilité, en fait, elle dépend de la luminosité, donc de la température des étoiles. Pour des étoiles qui sont plutôt froides, de faible luminosité, on va avoir
une zone habitable qui est plus près. Par contre, pour une étoile de type Soleil, c'est à mi-chemin, et pour les étoiles très chaudes, à ce moment-là, la zone habitable est beaucoup plus loin. Donc, comme on peut s'en douter, pour des planètes, pour le système solaire, évidemment, la Terre qui est habitée se trouve dans la zone habitable. Donc la Terre, elle est ici, vous voyez le Soleil, il est là, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. La zone habitable pour le Soleil inclut la Terre, à la limite Vénus et Mars. Or, on a vu que Vénus, elle a subi un effet de serre divergent, donc elle n'est pas habitable, et Mars a subi plutôt une évaporation de son atmosphère, et donc on n'a plus la pression de l'atmosphère est tellement ténue aujourd'hui qu'elle n'a plus possibilité de conserver de l'eau liquide. Est-ce que la pression est aussi un paramètre pour l'habitabilité? Ben oui, tout à fait. En fait, la pression, c'est ce qui est lié à la densité de l'atmosphère. Donc, plus l'atmosphère est épaisse, plus la pression est grande. C'est le cas sur Vénus, c'est trop grand. Et par contre, sur Mars, la pression est tellement faible que l'atmosphère ne peut pas conserver l'eau liquide. Donc oui, la pression est un facteur important qui est lié à la présence et à la quantité d'atmosphère. Et donc, si on regarde ce système-là maintenant, 10581, là, vous avez différentes planètes, et vous voyez que sur ces 6 planètes, il y en a une, peut-être 2, à la limite 3, qui vont être habitables. Après, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Alors, qu'est-ce qui joue? Donc là, je vous ai représenté 3 étoiles différentes. C'est des types stellaires, type M, type K, type G. Là, vous avez le rayonnement en rayons X. Et vous voyez que les étoiles de faible masse rayonnent beaucoup plus en rayons X que les étoiles de grande masse. Les étoiles de faible masse sont bien plus présentes dans l'univers et durent plus longtemps, lors de 100 milliards d'années. Les étoiles de type K durent 40 milliards d'années, les étoiles de type G durent 10 milliards d'années. Vous l'avez compris, le Soleil est une étoile de type G avec donc une durée de vie de à peu près 10 milliards d'années. Il est beaucoup moins abondant que les étoiles de plus faible masse et vous voyez, son rayonnement X n'est pas très important. Donc, un avantage des étoiles de type K ou M, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'elles vivent longtemps. Vous avez la possibilité pour les planètes de se développer, la vie pour apparaître. Mais par contre, il y a un rayonnement X plus important et ça, c'est dangereux pour la vie. Donc voilà un autre diagramme qui montre comment on peut caractériser la zone d'habitabilité. Là, vous avez la masse des étoiles en fonction du rayon, ici. Donc là, vous avez différents types stellaires. Là, vous avez le Soleil, avec la Terre qui se trouve dans la zone habitable. Et en fait, là, vous avez différentes planètes qu'on a découvertes et qui, la plupart, se trouvent en fait trop proches de l'étoile et pas dans la zone habitable. Alors, si on est plus loin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de zone habitable, mais la zone habitable, et on va dire qu'elle est interne à la planète. Rappelez-vous par exemple Titan, qui a un océan d'eau liquide sous sa surface. Eh bien ça, c'est de la chaleur interne qui va permettre à l'eau liquide de subsister. Donc, on peut être en dehors d'une zone habitable, mais à ce moment-là, il faut être dans un satellite chauffé par les effets de marée de la planète. Et je vous montre un dernier diagramme ici. Ça, c'est la température stellaire en fonction du flux incident. Vous voyez que la zone habitable est ici, c'est-à-dire que là, vous avez des températures qui vont de 3000 à 7000 degrés. Le Soleil, c'est 5700, donc on est à peu près là. Donc la Terre est là. Voilà. Un flux incident de 1, température de 5700, on est dans la zone habitable. Mais, par contre, Vénus se trouve ici, donc trop près, avec un flux incident trop grand par rapport à la planète. Et Mars se trouve un petit peu loin, par contre. Et donc, on peut faire des calculs en fonction de la température de l'étoile, en fonction du flux incident, où est-ce qu'il faut se trouver pour pouvoir développer une atmosphère qui va permettre de conserver de l'eau sur la surface. Et aujourd'hui, donc, on a plusieurs planètes qui sont probablement, qui ont probablement une atmosphère qui pourrait être habitable avec une bonne température. Et on a un indice d'habitabilité qui dépend de plusieurs choses.
en particulier, donc de la pression atmosphérique, de la densité, de la température, etc. Et la Terre, c'est 1, ça tombe bien, puisque c'est habité. Jupiter, c'est 0,12, et vous voyez qu'il y a différentes planètes qui sont entre 0,6 et 0,87, 0,87 étant Proxima Centauri b, la planète autour de l'étoile la plus proche de nous, dont on parlera plus tard dans le cours. Et donc ça c'est encore une fois les exoplanètes habitables. Vous voyez ici la température stellaire, c'est à peu près le même graphe que tout à l'heure avec le flux stellaire. Et vous voyez que la Terre se trouve ici, c'est-à-dire entre flux stellaire de 1, température de 5700 degrés. Vénus se trouve ici, et en gros, eh bien, encore une fois, en fonction du flux stellaire et de la température, vous aurez des exoplanètes habitables ou pas. Ça, c'est Vénus quand elle s'est formée. Ça, c'est Mars quand elle s'est fermée. Et après, il y a un effet de serre qui peut être divergent, c'est le cas de Vénus par exemple, ou pas. Ça, c'est plutôt, ça va vers Mars. Voilà, et vous voyez qu'après, on peut placer toutes les planètes ici. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des planètes qui sont dans la zone habitable, et que donc peut-être qu'on peut avoir des planètes avec une atmosphère dans de bonnes propriétés pour pouvoir avoir de l'eau sur l'atmosphère, sur l'exoplanète. Là, on en est, voilà, ça c'est la température en fonction de la masse ici. Et encore une fois, on retrouve la Terre qui se trouve dans la zone habitable. Après, on a les super-terres, les planètes de type Neptune et les planètes de type Jupiter. Et vous voyez, donc la zone habitable concerne plutôt les planètes de type Terre ou super-terre, mais on peut éliminer les planètes de type Neptune ou Jupiter. Et ça, c'est un diagramme qui vous montre le rayon de la planète en fonction de la masse de la planète. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous montre qu'on peut effectuer des modèles qui vont essayer de détecter la composition de la planète, enfin en tout cas d'essayer de calculer quelle va être la composition de la planète. Et par exemple, là, vous voyez, on a Vénus et la Terre qui sont ici, donc dans cette zone-là. Voilà. Et après, on va essayer de voir quelle est la composition des planètes en particulier. Est-ce que les planètes sont rocheuses? Là, par exemple, on a des planètes qui sont constituées de 100% de fer. Ici, c'est 50% de fer et 50% de silicate de magnésium. Et on peut aussi avoir du silicate de magnésium avec 50% d'eau, 75% d'eau ou 100% d'eau. Vous voyez que la zone, en fait, est mince entre les prédictions du modèle avec des planètes totalement rocheuses jusqu'aux prédictions du modèle qui sont composées à 100% d'eau, c'est-à-dire des planètes océans. Et je vais laisser ça pour la semaine prochaine, puisqu'après ça, je partirai sur Proxima du Centaure. Donc, avant de partir sur Proxima du Centaure, on verra comment peut être vue la Terre comme exoplanète. Donc, je vais m'arrêter là.